Je vais maintenant, comme nous avons le plaisir de le faire chaque année, donner la parole à Marie-Christine Jaillet pour le rapport d'activité du CODEV. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus, je vais donc vous présenter, comme chaque année, le bilan d'activité du CODEV que vous avez devant vous sur les tables. Dire qu'il se caractérise par une année 2024 riche en activités avec pour point important le déroulement du cycle de conférences transition, d'autres conférences, j'y reviendrai, la poursuite des réflexions et contributions du CODEV, le renforcement de la dynamique inter-CODEV et j'y reviendrai en fin de propos, l'engagement d'un travail de prospective avec pour objectif de mettre la métropole toulousaine en perspective. Premier point, l'animation du débat public. Cette animation se poursuit avec comme point d'orgue le cycle de conférences transition organisé en partenariat avec la Direction générale aux transitions et la DRH de la métropole, qui se caractérise par un double format, une conférence en soirée pour informer les citoyennes et citoyens et une conférence le matin pour former les agents et les agentes de la métropole. C'est un cycle qui vise à permettre de mieux comprendre le caractère systémique de la transition socio-écologique, ses implications sur les modes de vie et l'action publique, dès lors qu'il s'agit bien d'adapter le développement de notre société et ici de la métropole au réchauffement climatique, à la sobriété et à la préservation des écosystèmes en répondant bien sûr à l'exigence de justice sociale que manifestent nos concitoyens. Ce cycle se poursuivra bien sûr en 2025. Mais l'animation du débat public se diversifie et a porté aussi sur bien d'autres thèmes en relation avec les enjeux de société et en relation aussi avec les réflexions du CODEV. Ainsi, nous avons engagé un cycle de conférences sur les réseaux de chaleur et l'énergie pour mieux comprendre les enjeux qu'ils soulèvent, avec donc une première conférence sur la géothermie, cycle que nous poursuivrons en 2025. Nous avons tenu une conférence sur le genre et les inégalités, sur la question de la géographie des violences conjugales, en essayant de comprendre comment ces violences conjugales réduisent de fait le champ des possibles des victimes et en particulier conduisent à une forme de déprise spatiale dans l'usage non seulement des espaces domestiques, mais aussi des espaces publics. Nous avons, avec le CESEL de Blagnac, organisé une conférence sur l'alimentation, en essayant de voir quelles pistes pouvaient être développées pour accroître la résilience alimentaire de l'agglomération toulousaine. Nous avons engagé un travail sur la culture, j'y reviendrai, et donc organiser une conférence sur la place que les métropoles donnent à la culture, avec là une dimension comparative permettant de mieux situer la place donnée à la culture au sein de la métropole de Toulouse. Et puis, nous travaillons en partenariat avec le Lynx. Alors, le Lynx, c'est ce laboratoire des idées nouvelles sur les questions sociales mis en place à l'Université Toulouse 2, qui essaie de développer, qui s'attache à développer la recherche participative. Et nous avons donc organisé une conférence sur Toulouse, intitulée « Toulouse, une métropole à succès face aux crises », pour essayer de mieux comprendre les racines de la croissance de la métropole et la manière dont aujourd'hui elle affronte les crises. Bien sûr, nous poursuivons nos réflexions et nos contributions avec la publication de l'avis sur le ZAN. Donc, vous trouverez une version complète de cet avis sur le site du CODEV et dire à ce propos que cette version est l'illustration du processus voulu par le président
à savoir que les travaux du CODEV soient pris au sérieux, mis en débat dans les commissions compétentes et qu'ils fassent l'objet d'un retour formalisé de la métropole. Donc sur le site, vous trouverez à la fois la version complète de l'avis du CODEV, mais également la réponse formalisée par la métropole. Et nous avons parallèlement développé une version synthétique et publié une version synthétique sous forme d'un dépliant pensé pour être accessible à chacune et chacun, afin de sensibiliser nos concitoyens à une disposition qui va transformer leur cadre de vie. Nous poursuivons nos réflexions, nos contributions sur l'intergénérationnel. Notre avis est en cours de finalisation. Il sera bientôt présenté en commission métropolitaine. Il met en avant 3 domaines clés, celui de l'habitat, celui du partage de l'espace public et celui de l'engagement associatif, en particulier dans le champ de l'écologie, pour développer à la fois l'intergénérationnel, mais aussi le transgénérationnel. Nous avons continué à participer à la mise en place du plan Être jeune en métropole, en contribuant en particulier aux réflexions sur la carte jeune et le conseil des jeunes. Nous poursuivons bien sûr encore d'autres réflexions sur le genre et l'égalité dans l'espace public, en mobilisant d'autres méthodes de travail plus participatives. Nous avons pour cela développé des explorations urbaines organisées dans les espaces publics pour y déambuler afin d'apprécier in situ et à haute voix avec des groupes de femmes comment ces espaces publics sont perçus et vécus par les femmes, quels inconforts, quels conforts, quels obstacles. Nous avons aussi, à la demande et en coopération avec les services de Toulouse Métropole, à ce sujet, organisé un hackathon sur le réaménagement de la place Jeanne d'Arc. Je rappelle que nous avions fait de même il y a 2 ans sur le réaménagement de la rue de Metz. Et cet avis est en cours de rédaction. Il sera également bientôt présenté en commission permanente. Il en est de même pour un travail sur la logistique urbaine. Vous savez que c'est un secteur particulièrement important pour la transition carbone. Le livrable est en cours de rédaction et fera là aussi l'objet d'une mise en discussion. Nous avons lancé un groupe de travail sur la culture. C'était la dernière des propositions et demandes formulées par la métropole dont nous ne nous étions pas saisis jusque-là. Nous nous en sommes saisis et nous sommes pour le moment dans un cycle d'audition avec des élus métropolitains, des élus communaux et puis bien sûr des actrices et des acteurs métropolitains et métropolitaines de la culture. Et nous avons repris les travaux du CODEV sur la politique de la ville, en particulier par des enquêtes avec les étudiants d'un master de l'université Jean Jaurès sur les nouveaux quartiers de la géographie prioritaire, c'est-à-dire ceux qui ne répondent pas à l'archétype du quartier en politique de la ville, à savoir les grands ensembles HLM, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la trajectoire de ces quartiers, fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans cette géographie prioritaire dont je rappelle qu'elle est adossée à un critère, celui de la pauvreté. Troisième élément important qui continue à prendre de l'importance dans les activités du CODEV, le renforcement de la dynamique entre CODEV, ce qui avait été demandé fortement par le président de Toulouse Métropole, que le CODEV accompagne les dialogues et les coopérations engagées par la métropole avec ses voisins. Ces coopérations interterritoriales, pour nous, s'opèrent à 3 échelles. D'abord, et on pourrait dire avant tout, à l'échelon de la plaque métropolitaine toulousaine, ce qu'on appelle la plaque métropolitaine toulousaine, à savoir le très grand territoire de métropolitain qui associe donc la métropole de Toulouse, les territoires contigus à Toulouse Métropole, les territoires périmétropolitains et les villes à 1 heure. Nous savons qu'à l'heure où l'interdépendance entre ces collectivités à l'échelle du grand territoire, que la crise
écologique et l'exigence de sobriété renforcent, eh bien, cette interdépendance nous a conduit à travailler dans l'intercodev à cette échelle, à l'échelle où s'organisera le développement de la métropole dans ses interactions et une solidarité avec ses voisins proches et plus éloignés. Et cet intercodev-là est désormais associé à la démarche Interscot animée par l'AUAT. Cette intercodev s'organise pour nous aussi à l'échelon régional, puisque nous avons participé à la création d'une coordination régionale des codev à l'échelle cette fois de l'Occitanie, et nous participons à l'animation de cette coordination qui met en réseau les codev d'Occitanie. Nous avons co-organisé un campus pour la seconde année qui s'est tenu cette fois à Sète, où nous partageons bien sûr nos expériences et nos réflexions, en particulier sur des sujets que nous partageons à cette échelle-là. Et vous ne serez pas surpris de savoir que parmi les sujets qui préoccupent l'ensemble des codev, il y a bien sûr la question de l'eau, dans des termes différents d'un codev à l'autre, et puis celui des mobilités. Enfin, ce renforcement de la dynamique intercodev s'opère aussi à l'échelon national. Nous sommes membres de la coordination nationale des codev, et cette coordination nationale nous a confié effectivement l'organisation des rencontres nationales qui se tiendront à Toulouse donc les 24, 25 et 26 septembre prochains. Et nous sommes ravis évidemment d'accueillir ici ces 15e rencontres nationales qui se tiendront à la Cartoucherie dans les locaux de la Cabane. Et puis, élément nouveau, nous avons décidé cette année de lancer un travail de prospective pour essayer de mettre Toulouse en perspective et essayer de répondre à la question comment les habitants de cette métropole se projettent en 2040-2050. Il s'agit là donc d'un travail de mise en perspective, une contribution pas de côté que nous livrerons au débat à venir lors des municipales pour que la voix des habitants de cette métropole soit partie prenante aussi des débats sur le futur de la métropole. Nous avons travaillé pour cela avec des étudiants qui sont allés à la rencontre des habitants et des habitantes de la métropole en organisant un dispositif de travail avec plusieurs réunions, avec des petits groupes de lycéens, de personnes âgées, d'actifs, de femmes chefs de famille monoparentales, pour les interroger à la fois sur la manière dont ils se projettent et dont ils projettent à la fois la société et la métropole à l'horizon 2050. Où en serons-nous? À quels enjeux devrons-nous faire face? Et également pour les interroger sur qu'est-ce qui constituerait pour eux une bonne vie dans la métropole à horizon 2040-2050. Nous sommes en train de retravailler sur ces matériaux pour livrer donc une contribution qui sera complémentaire au travail prospectif engagé par l'AUAT. Avant de conclure, dire que l'activité du codev doit bien sûr avant tout à la constance de l'engagement de ses membres, que je voudrais à nouveau souligner ici, à l'heure où nombre d'associations et d'instances collectives connaissent parfois une certaine défection, ou du moins une plus grande volatilité, à l'heure aussi où l'on constate un engouement pour des formes plus ponctuelles de mobilisation sur des enjeux concrets assortis d'une obligation de résultat plus immédiat. Ce n'est pas ce qu'offre le codev, qui suppose au contraire de s'impliquer dans la durée sur des questions le plus souvent ardues et d'accepter que le retour sur cet engagement soit différé et sans bénéfice direct pour soi. Il y a aujourd'hui un certain réconfort dans ce contexte à constater que le codev continue à attirer de nouveaux membres qui souhaitent participer à nos travaux. L'activité du codev, elle doit aussi, en second lieu,
aux permanents du CODEV, à leur implication aux côtés des membres bénévoles du CODEV. C'est bien leur implication qui permet de produire des avis de qualité et d'assurer nos autres missions de contribution au débat, d'information, formation des citoyens pour qu'ils soient et qu'elles soient davantage avertis des enjeux, pour explorer aussi de nouvelles modalités de participation. Et bien sûr, nos activités doivent beaucoup aux moyens que la métropole met à notre disposition. Cette année, de nouveaux locaux qui nous permettent d'accueillir dans ces locaux l'ensemble de nos membres et l'ensemble de nos activités. Je ne terminerai pas ce rapide rapport d'activité sans dire aussi que nos travaux doivent à d'autres expertises associatives ou professionnelles que celles réunies au sein du CODEV, qu'elle doit aussi à la mobilisation des étudiants que nous associons à nos travaux, et qu'enfin nos travaux bénéficient d'un dialogue avec les services et les élus les plus concernés par les sujets que nous travaillons, et je pourrais dire dans le respect de la légitimité de chacun. Vous dire enfin que nous avons bien sûr pour projet d'achever l'ensemble de nos travaux à la mi-2025. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Le Texier. Alors j'en profite, vous avez remercié, vu que les agents sont des clients importants du travail du CODEV, j'en profite pour, au nom du groupe, souhaiter les vœux à tous nos agents qui font un travail exceptionnel au quotidien, comme ma collègue Karine Travel-Michelet l'a mentionné. Je voulais remercier énormément le CODEV et Marie-Christine Jaillet sur les travaux qui sont portés par le CODEV, qui nous permettent de penser la complexité, de faire un pas de côté, de prendre du recul sur... je dirais la roue permanente dans laquelle les décisions politiques sont prises et les éclairages qu'ils fournissent autant pour les agents que pour les citoyennes et les citoyens, qui leur permettent d'avoir accès un petit peu à la mécanique et de pouvoir décrypter le fonctionnement de la mécanique très complexe de la métropole et de ses enjeux. Je voulais vous remercier notamment sur la focale, sur les enjeux écologiques qui a été portée sur cette dernière année. Vous avez parlé de la géothermie, vous avez parlé de la logistique urbaine. C'est des sujets sur lesquels on n'a pas de réflexion profonde et de temps long. On a réagi par opportunité sur la géothermie Atlanta liée à une contestation citoyenne. C'est une bonne réaction qu'a eu la métropole. Mais effectivement, c'est des sujets qui nécessitent d'être pensés sur le temps long. Sur la logistique urbaine notamment, je pense qu'on fait trop peu et pas assez vite sur le sujet. Voilà, je voulais amener deux éclairages intéressants. Vous parliez de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. Un sujet qui serait intéressant, à mon sens, d'explorer, c'est la place des enfants dans l'espace public. Car si on arrive à construire une ville pour les enfants, on se rapproche véritablement de la conception universelle et d'une ville qui sera très probablement très apaisée et qui permettra de trouver la place de tout le monde. Donc on a une focale qui est très importante, très importante, sur les inégalités femmes-hommes, et je pense que la place des enfants aussi devrait être pensée. Je pense que c'est une source de travaux qui est très intéressante. Sur la méthode, je voulais vous remercier aussi d'amener des outils comme le hackathon qui avait fait ses preuves sur la réorganisation du carrefour autour des ski-rolls, qui là je vois est renouvelé sur Jeanne d'Arc. Et je pense que justement toutes ces méthodes de construction collective devraient être poussées également. Vous parliez d'audition dans le domaine de la culture. Je pense que finalement, un modèle comme le forum ouvert qui a été utilisé lors de la biennale du Festival international des arts vivants sous l'égide du Théâtre de la Cité, qui a réuni plus de 160 personnes du tissu culturel pour penser les choses ensemble. Ce type de format, finalement, par rapport à des auditions séparées, amène un niveau d'intelligence collective qui est bien supérieur et qui permettrait de penser collectivement avec tous les acteurs, la société civile organisée, les habitants, les agents et les élus, tous ensemble, ces sujets-là, plutôt que de fonctionner par un système aujourd'hui, c'est vrai, assez classique d'interview et d'audition, mais qui ne permettent pas la confrontation des points de vue et de dépasser ce que vous appelez très justement dans la note qui nous a été déposée sur le bureau, la culture du clash,
Et donc je pense que c'est véritablement dans le construire ensemble que se déconstruisent les radicalités, les clivages et les positions qui peuvent être dogmatiques. Donc merci pour ça. Dernier point sur l'équilibre métropolitain. Vous parliez de la plaque métropolitaine. Merci aussi d'amener ce débat-là avec le lien avec les CODEV, parce que la clé à l'avenir, on parle beaucoup du CERM, par exemple, qui est malheureusement encore au point mort, la distribution équitable, économique, géographique avec les territoires autour de la métropole est un enjeu si on veut éviter l'asphyxie de notre propre métropole, comme aujourd'hui, notamment dans les transports, elle en prend la direction. Dernier point, le mot prospective. Vous avez parlé d'un horizon 2050. Je le dis en parlant sous le contrôle de Joseph Carl et de Jean-François Portarieux, nous ne faisons pas assez de prospective. Nous ne pensons pas assez le temps long, 2050, 2070. Les enjeux climatiques et la qualité de vie de notre métropole nécessitent de regarder loin avant. Donc, il y a eu de très belles interventions cette année. Je pense à celle de Julia Hidalgo sur les îlots de chaleur, par exemple. Donc, merci pour ça, de ramener avec la UAT cette question de la prospective et du temps très long. Et je pense que les élus métropolitains bénéficieraient également de séminaires prospectifs, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a une commission dans laquelle on défriche certains points, dans lequel peu d'élus finalement sont présents, mais je pense qu'il serait intéressant aussi que le CODEV puisse amener dans cette enceinte des temps de travail collectif, de manière à ce que tous ensemble on puisse parler de cette prospective et pas uniquement bénéficier de vos très précieux rapports. Merci. Alors, Joseph Carl. Merci, Monsieur le Président. Bon, je voudrais bien sûr saluer les travaux du CODEV et remercier Marie-Christine Jaillet et puis toute l'équipe. Et préciser effectivement qu'en plus, le CODEV est ouvert à des participations dans les communes, puisque ça a été le cas avec le Conseil économique, social et environnemental de Blagnac, où il y a eu quelque chose qui a été mené en partenariat sur la question alimentaire autour de la plaine maraîchère. Donc, moi, je me félicite de ça. Sur la prospective, c'est vrai qu'on peut toujours aller plus loin, mais on commence déjà à être sur la prospective dans les territoires adaptés au climat de demain, dans le cadre de ce qui est lancé sur le plan climat 2030, sur lequel on partage aussi avec les acteurs. Alors, on n'est pas sur de la prospective à 50 ans, mais les évolutions sur la problématique du climat qui sont dans cette démarche-là s'inscrivent là-dedans. Et c'est vrai que le fait que le CODEV lui-même s'inscrive dans une démarche prospective est de nature, effectivement, à nous permettre d'avancer sur ces sujets-là. Bon, alors c'est vrai que nous devons tenir les deux bouts, à la fois être en capacité de réfléchir à ces grandes évolutions, mais il faut aussi gérer le quotidien, parce que nos concitoyens nous attendent aussi au quotidien, les entreprises nous attendent au quotidien, et donc c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre la capacité à réfléchir à un horizon assez lointain et en même temps de réaliser les réponses immédiates. Merci. Karine Travail-Michelet. Oui, chère Madame Jaillet, merci. J'allais dire tout simplement merci, et je m'associe bien sûr aux propos de mes collègues pour vous remercier. Alors, c'est tout simple, un merci. On a l'occasion de vous le dire une fois par an lorsque vous venez ici, mais ce merci, il est important et il s'accompagne bien sûr de toute notre reconnaissance pour le travail que vous faites, et à travers vous, c'est l'ensemble de vos équipes, bien sûr, que nous remercions et que nous saluons. Deux points plus particuliers par rapport à votre intervention. D'abord, vous l'avez dit en conclusion, l'engagement aujourd'hui, il prend souvent une autre forme, une forme plus immédiate, plus concrète, avec un résultat attendu. Et en ce sens, vous vous détachez de ce temps plus court. On le voit dans les interventions qui viennent d'être portées. Et ça, on le ressent, nous, en tant qu'élus, difficile aujourd'hui. Donc, félicitations pour cela, pour conserver cette dynamique, conserver celles et ceux qui s'engagent dans ces réflexions. Comme je crois que je l'ai dit l'année dernière, on reçoit régulièrement vos travaux, on s'y réfère. Et j'allais dire, lorsqu'on a le temps,
lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a envie de porter une réflexion sur un sujet donné. Alors, ce que ça évoque aussi, peut-être, on le voit dans le débat actuel national, c'est la déprise de la population actuellement avec les élus. Comment on peut travailler là-dessus? Comment réfléchir sur ces thématiques-là? Les collègues viennent de le dire, on sent bien qu'on a besoin de cette réflexion à long terme, on sent bien qu'on a besoin de cette prospective. Est-ce que, et Joseph Carr l'a dit, est-ce que c'est réellement cela qu'attendent nos concitoyens qui nous pressent toujours de cette immédiateté, portée aussi par les réseaux sociaux, par l'immédiateté de l'information, l'une en chassant une autre, et qui nous plonge aussi dans cette exigence-là, nous les élus. Peut-être, vous l'avez déjà fait, je ne l'ai pas en tête, mais je n'en suis pas complètement certaine, des thématiques qu'on pourrait et que vous pourriez explorer dans le monde qui s'ouvre aujourd'hui. Joseph Carr en a d'ailleurs parlé dans ses propos liminaires, c'est comment retrouver la bonne place en tant qu'élu dans ces contradictions, dans ces exigences parfois contradictoires, comment arriver à la fois à porter ces réflexions de long terme, à les porter pour nous, entre nous, à les porter dans le débat public, sans se couper de ces réalités du quotidien. Comment, à ce titre-là, alors beaucoup réfléchissent là-dessus aujourd'hui, on parle du statut de l'élu, on parle de la place des femmes dans le monde politique ou par rapport au statut de l'élu, mais ça, je dirais, ce sont des choses plus techniques. Comment, alors qu'on sent bien qu'il y a cette déprise, qui d'ailleurs vient favoriser souvent des positions extrêmes, très radicales, comment peut-on tracez-nous ce chemin dans ce contexte un peu particulier. Voilà donc les éléments que je voulais apporter ce matin au débat, en vous remerciant, en vous disant un simple merci, un merci très sincère, encore une fois. Merci. Oui, Thomas Carman. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente du CODEV. Merci bien sûr au CODEV pour le travail qui a été fait. Je m'associe à tout ce qui a été dit par les précédents intervenants sur la qualité et l'importance du travail mené par le CODEV. Et je tenais à saluer en particulier la diversité du rapport qui nous est présenté, où on voit bien à la fois le travail en groupe de travail sur des sujets très précis, mais aussi cette volonté de dézoomer, de travailler à l'échelle de l'Interscode et même de travailler sur la région et à l'échelle nationale. Je pense que ce partage d'informations et ce travail de recul est particulièrement intéressant pour avoir ensuite un regard fin sur ce qui se passe ici à Toulouse. Saluer aussi les choix des sujets qui sont travaillés par le CODEV, ces enjeux de transition qui sont majeurs, cette question de la violence conjugale qui augmente malheureusement partout dans notre pays et dans notre métropole, et des sujets hautement importants comme la culture et l'alimentation. Et je vais revenir plus particulièrement sur les méthodes qui sont choisies par le CODEV. Tout d'abord, ces conférences très intéressantes dont peuvent bénéficier à la fois les agents métropolitains, mais aussi les agents de nos communes. Et ils nous expriment toute la qualité qui ressort de ces conférences, mais aussi d'autres modes de communication, que ce soit les ateliers d'automne que vous menez et qui sont très appréciés, mais aussi ces explorations de la ville que vous avez initiées et qui, à mon avis, seraient intéressantes de généraliser, peut-être de faire sortir aussi de la ville-centre, parce que ce serait vraiment intéressant pour nos communes d'avoir cette expertise citoyenne, bien sûr encadrée par des professionnels qui maîtrisent le sujet, pour traiter cette question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public, et peut-être, c'est déjà le cas à travers d'autres commissions bien sûr, mais avoir une vision de l'espace public sur plusieurs sujets, le handicap, l'égalité et, pourquoi pas, comme le disait Maxime, l'accès aux enfants également. Donc,
Je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement encore une fois remercier le CODEV, les bénévoles et les salariés qui font vivre cette structure et qui apportent un éclairage essentiel au débat public actuel. Merci. Julie Escudier. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. Je tiens à témoigner de la qualité du travail qui est mené effectivement de concert entre le CODEV et des sujets que je porte en particulier. Il y en a d'autres, mais je me consacrerai au moins à évoquer ceux qui sont portés et dire à quel point il n'y a pas, je crois, un mois que je ne passe pas sans être en lien direct et permanent avec les personnes qui travaillent à vos côtés. Je tiens à témoigner d'une construction qui est une construction en commun, avec des visions partagées, avec la compétence qui est la vôtre, la compétence des personnes, et vous bien sûr, mais qui travaillent avec vous, qui du coup avaient une vision d'expert, une vision de recherche spécifique sur des sujets donnés. Et on travaille très en lien avec nous, avec des groupes de travail justement d'élus métropolitains, puisque vous savez comment aussi nous souhaitons travailler, c'est-à-dire avoir des visions métropolitaines pour faire métropole ensemble, donc avec bien sûr des groupes de travail, avec des élus, avec des techniciens de la métropole, mais aussi des techniciens des communes, et dorénavant des membres donc, de votre instance qui participaient à cette construction, à cette réflexion en commun et à cette vision pragmatique de la construction d'une métropole au service de toutes et de tous. Donc ça, c'est vraiment important parce que je crois que du coup, on arrive à des constructions qui sont des constructions le plus élaborées possible, avec des visions partagées, des visions parfois différentes, des visions échangées, mais des visions où après, on en arrive à ce que vous citiez, des exemples très concrets, comme le hackathon que nous avions mené rue de Metz il y a déjà 2 ou 3 ans, et donc là, j'en profite pour expliquer à monsieur Le Texier et à monsieur Carman qui vient de parler, que ça, on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on élabore la construction d'un aménagement dans un territoire donné, bien évidemment, on construit avec une vision partagée. On construit avec, et c'est l'objectif des hackathons, c'est-à-dire comment on a des publics qui ont des visions différenciées sur un territoire donné, comment on fait en sorte de se parler, d'échanger pour construire justement un aménagement public qui sera le plus adapté pour toutes et pour tous. Donc ça, je tiens à signifier que c'est déjà travaillé, mais qu'au-delà de ça, ce qu'on est en train effectivement de mener, on l'a mené à Jeanne d'Arc, c'est une vision au travers des yeux des enfants, puisqu'on a travaillé avec l'école, les écoles aux alentours, pour justement voir comment la place Jeanne d'Arc pouvait avoir une vision qui était pensée à la fois par le prisme du genre, mais à la fois par le prisme des enfants, comment on fait cohabiter toutes ces visions partagées. Et au-delà de ça, on est en train de travailler de façon très spécifique aussi, mais toujours avec cette vision d'ensemble et de vision pour toutes et pour tous, sur comment on construit des espaces publics, effectivement en ayant une vision très attentive au regard des femmes, qui d'ailleurs, on le sait, sont des regards qui souvent sont des regards à la fois au service des plus anciens, des plus jeunes, mais qui est une vision en fait de cohésion sociale au sens large. Voilà. Donc moi vraiment, je tiens à témoigner, et sur les jeunesses, n'en parlons pas, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup, on construit beaucoup, il y a vraiment une présence très forte de vos équipes, et vraiment merci parce que ça correspond. On a trouvé, je crois, un rythme qui permet de faire alliance toutes et tous ensemble pour arriver au fond à se parler et à construire. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Merci. Je vais laisser la parole à Marie-Christine Jaillet, puis je dirai un mot rapide. Écoutez, merci à vous. Merci pour ces retours. Vous savez combien ces retours sont importants pour les membres du CODEV, donc bien sûr que je leur ferai part de vos retours très positifs. Je voudrais reprendre 2-3 points. D'abord dire que je vois bien moi le chemin parcouru en quelques années. On peut dire qu'au début, allez, on peut se le dire, il y avait peut-être une forme de méfiance vis-à-vis de cette instance, le CODEV. On ne savait pas trop à quoi il pouvait servir.
je vois, voilà, au bout de ces années-là de travail, combien nous sommes apprivoisés, je pourrais dire. Nous avons appris à travailler ensemble et combien aujourd'hui les relations, tant avec les élus qu'avec les services, sont devenues fluides sur le principe, je l'ai dit, d'une confiance réciproque et d'une reconnaissance du rôle et de la légitimité de chacun sans que les uns et les autres n'aient pour viser d'occuper la place de l'autre. Donc, premier point sur lequel je voulais revenir. Second, l'invitation à sortir de la ville-centre. Oui, je le dis chaque année ici, faites-nous venir. Simplement, il faut nous faire venir. Alors, on voit bien que quand on nous fait venir, nous venons. Voilà. Donc, appelez-nous. On est prêt à les faire. On l'a fait, hein, des conférences, des débats à l'extérieur, évidemment, de la ville de Toulouse. Je rappelais que nous avons coopéré avec le CESEL de Blagnac. Nous étions venus à Colomiers. Nous sommes allés quand même, au fil de ces années, dans un nombre conséquent de communes, présenter le CODEF, ses activités dans des conseils municipaux, etc. Donc, on répondra à toutes vos sollicitations. Sur la question, effectivement, de l'espace public, vous avez tout à fait raison aussi sur le fait qu'il faut aller voir, dans le cadre des travaux sur l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce qui se passe dans les espaces publics, hors des espaces publics centraux. Donc nous comptons bien poursuivre le travail que nous avons engagé d'exploration urbaine dans un certain nombre de communes. Sur les sujets nouveaux que vous nous proposez, on est preneur, bien sûr, mais vous dire quand même que ce CODEV-là est plutôt aussi en fin de mandat. Il a l'année 2025 pour achever ses travaux. La question des enfants dans la ville est effectivement un sujet très important à mettre, j'allais dire, à l'agenda du prochain CODEV probablement. Sur la question des méthodes, oui, renouvellement des méthodes de travail, on essaie d'expérimenter. Bon, le jeu de tonnes, vous le savez, a été très très largement déployé. Nous avons fait jouer beaucoup de monde dans cette métropole à ce jeu-là. Nous continuons, nous avons testé d'autres jeux, fresque du climat, fresque de la démocratie. Voilà. Nous essayons effectivement d'utiliser ces outils-là. Sur la question du forum, vous avez raison, c'est une méthode intéressante, mais dans la mesure où il y a eu un forum, le CODEV n'a pas pour objet non plus de renouveler ce qu'il s'est fait, plutôt d'être en complément. Donc sur la culture, plutôt effectivement sur des formes d'audition pour le moment, mais sur d'autres sujets, nous avons aussi procédé avec des espaces de discussion plus ouverts. Dire que sur la question de la prospective, alors vous serez probablement assez surpris, comme on l'a été, de ce que nous allons vous livrer. Alors je dis bien, c'est un vrai travail qui a été fait. C'est pas simplement demander aux personnes que nous avons associées à ce travail-là de rêver et de produire un récit, comment je vais vivre en 2040 ou 2050. C'est un travail où nous les avons d'abord informés, donc donner le maximum d'informations sur la situation actuelle, y compris sur un certain nombre de projections. Et c'est sur cette base-là que nous avons travaillé avec eux. Et c'est assez surprenant de lire ce que des collégiens et des lycéens, 11-17 ans, Saint-Jean-de-Lunion, peuvent livrer à la fois de la manière dont ils voient la société, ses enjeux, à échéance 2040-2050, et de voir aussi quels sont les ingrédients qui font ce qu'on a appelé, nous, la bonne vie. Donc on espère bien, dans les travaux que nous vous livrerons, livrer aussi une série de ces récits, parce qu'ils instruisent effectivement sur le futur. Sur la question que vous posez, comment porter au débat public et comment porter dans la longue durée ces réflexions-là, je crois que c'est le rôle du CODEV de le faire, et bien sûr, nous sommes prêts à continuer à travailler avec vous pour voir comment le porter mieux et auprès
d'un ensemble plus vaste de nos concitoyens. Et dire évidemment combien le CODEV tient à cette maïeutique de la discussion. David Le Breton dit l'importance de ce qu'il appelle, lui, l'art de la conversation, voilà, l'art de la dispute, face effectivement à ce qu'on observe dans la société, à tous les échelons de la société, qui est cette culture du clash. Et je peux témoigner ici de l'importance de cette maïeutique au sein du CODEV, qui suppose effectivement du temps, prendre le temps de la discussion, de l'échange, et sur la base de cette maïeutique, progressivement construire effectivement une réflexion commune, sans rien évacuer non plus de nos différences et de nos divergences, mais en vous livrant aussi ces divergences, parce qu'elles peuvent aussi instruire l'action publique. Je vous remercie. Bien, merci Madame la Présidente. Quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Tout d'abord, je voulais dire le plaisir que j'ai à constater l'unanimité dont fait l'objet le CODEV, parce que ça veut dire que la relation de travail qui s'est non seulement instaurée, mais développée entre nous, qui a été approfondie au fil du temps, cette relation, tout le monde s'y retrouve. Et je crois que c'est là la meilleure marque de l'indépendance du CODEV et de la non-appartenance du CODEV à telle ou telle coterie, telle ou telle idéologie dominante. C'est important pour nous que d'avoir cela et la possibilité de faire ce constat. Ce que je pense, pour reprendre votre propos, c'est que lorsqu'il y a une dizaine d'années, nos rapports de travail ont commencé, il n'y avait pas forcément de la méfiance, je pense qu'il y avait plutôt de l'ignorance, et que c'était effectivement quelque chose de nouveau pour des élus issus du suffrage universel que d'avoir à côté d'eux une instance représentative, mais dotée d'une représentativité différente, pouvant, elle aussi, traiter des sujets sur lesquels nous délibérons. Ça pouvait apparaître comme quelque peu bizarre ou original. Mais je crois qu'il n'y a eu aucune difficulté, que très vite, le CODEV a joué pleinement son rôle, tout en restant dans son rôle, et que les élus que nous sommes, dans notre grande diversité, nous avons vite perçu la richesse, la complémentarité qui pouvait être apportée par les travaux du CODEV. Quand je fais le bilan de ces 10 ou 11 ans de travail et de relations entre nous, je suis heureux de voir que le rôle du CODEV s'est accentué. Aujourd'hui, le CODEV joue dans nos débats un rôle plus important qu'auparavant. Et je pense que la procédure de l'échange et en même temps la formalisation des réponses, l'obligation pour la collectivité que j'ai souhaité il y a quelques années, qu'il n'y ait pas simplement un accusé de réception des travaux du CODEV, mais qu'il y ait une réaction de la collectivité. Je crois que ça, c'est une avancée qui est très importante, en sachant que la méthode qui caractérise la détermination des sujets, à savoir une saisine par la collectivité, mais aussi une autosaisine par le CODEV, garantit justement une relation indépendante et équilibrée. Alors effectivement, malgré tous les projets qui ont été développés, malgré les progrès qui ont été accomplis, on voit qu'il y a encore des marges de progrès. Et les marges de progrès, je crois qu'elles se situent principalement dans les communes. Je crois effectivement que les collègues ont intérêt à transposer au niveau communal la relation avec le CODEV. Pas simplement parce que c'est le CODEV et que c'est une instance de qualité, mais parce que c'est une autre manière aussi d'appréhender les sujets métropolitains. Nous, on a une manière, je dirais, politique et une manière ensuite de faire administrative et technique que d'appréhender puis de traiter les sujets et les projets métropolitains. Vous avez une autre manière. Vous n'avez pas à les gérer, ces projets, mais vous nourrissez une réflexion stratégique, une réflexion d'anticipation. Et ça, c'est une autre manière d'appréhender la métropole, le rôle de la métropole, et d'avoir une vision prospective de l'évolution de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons faire. Et donc ça, je me permets moi aussi de recommander aux collègues maires
d'inviter le CODEV, et je suis certain que les conseillers municipaux qui ne siègent pas au conseil métropolitain en seront très, très ravis. Ça sera de belles rencontres et ça sera de beaux échanges très, très, très utiles. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ça prenait, je crois que c'était intéressant de prendre le temps de faire le point sur non seulement votre activité de l'année passée, comme on le fait chaque année, mais au-delà, d'avoir un regard plus large, d'autant que vous êtes et nous sommes en fin de mandat. Il reste un an à vous et à nous. Et puis cette année 2025 a une saveur particulière, puisque nous allons accueillir les rencontres nationales du CODEV. J'y vois une reconnaissance du CODEV de la métropole toulousaine, et là aussi c'est un motif de fierté. Je vous remercie. Je libère la présidente Marie-Christine Jaillet.